histoire d'en dire plus. Trois mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. Salut les cyborgs du dimanche. Bienvenue dans ce podcast où on va parler du film qui a transformé un bodybuilder autrichien en machine à tuer iconique et qui a accessoirement lancé la carrière d'un certain James Cameron. Oui, on parle bien de Terminator, ce petit film de 1984 qui devait être une série B fauchée et qui est devenu un monument du cinéma de science-fiction. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou de l'huile de moteur si vous êtes déjà à moitié machine, et laissez-moi vous raconter l'histoire complètement dingue de comment un cauchemar sur un robot squelette aux yeux rouges est devenu l'une des franchises les plus rentables d'Hollywood. Le cauchemar qui valait de l'or. Tout commence en 1982, quand James Cameron, un réalisateur canadien inconnu, qui vient de se faire virer du tournage de Piranha 2, la suite de Piranha 1 et des productions Roger Corman, hein, pour les connaisseurs. Donc, la suite du film sur les poissons tueurs, un grand moment de 7e art, hein, une bonne série B, voire Z, tombe malade à Rome. Et entre 2 doses d'antibiotiques et 3 litres de soupe italienne douteuse, notre Jimmy fait un cauchemar. Un squelette métallique sort d'un mur de flammes et le poursuit. La plupart d'entre nous, on serait contenté de changer de pizzeria. Mais Cameron, lui, il se dit, tiens, ça fera un bon film. Le mec transforme littéralement sa fièvre en fric. C'est le genre de productivité toxique dont rêvent les coachs LinkedIn. De retour aux États-Unis, Cameron a commencé à écrire le script avec sa copine à l'époque, Gail Ann Hurd. Et là, première anecdote croustillante, pour garder le contrôle créatif total sur son bébé, Hurd achète les droits du script à Cameron pour $1. Oui, un seul petit dollar. C'est probablement l'investissement le plus rentable de l'histoire du cinéma, juste après celui du type qui a inventé le popcorn à 15 € dans les salles de cinéma d'aujourd'hui. Note de l'auteur. Arnold, le choix le plus improbable de l'histoire. Maintenant, parlons casting. Au départ, Cameron voyait le Terminator comme un type lambda, quelqu'un qui pouvait se fondre dans la foule, genre votre voisin comptable qui aurait arrosé les plantes le dimanche, qui pourrait être un robot tueur du futur. Lance Henriksen était pressenti pour le rôle, mais le studio avait d'autres idées. Orion Pictures, un des producteurs, voulait absolument O.J. Simpson. Oui, vous avez bien écouté, O.J. Simpson, le footballeur américain qui a eu des démêlés avec la justice pour un meurtre en Terminator, mais Cameron a refusé parce qu'il trouvait O.J. trop gentil pour être crédible en tueur. L'ironie de cette déclaration n'a échappé à personne quelques années plus tard, mais passons, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, évidemment. Entre en scène Arnold Schwarzenegger, recommandé pour jouer Kyle Reese, le gentil héros humain. Cameron accepte de le rencontrer à contre-cœur, persuadé que ce bodybuilder autrichien, à l'accent à couper au couteau, serait parfait pour ruiner son film. Il se retrouve dans un restaurant et là, magie, Arnold commence à analyser comment un robot se comporterait, comment il bougerait, comment il tuerait efficacement.
Cameron réalise qu'il a trouvé son Terminator. Le problème, Arnold détestait l'idée de jouer le méchant. Il avait peur que ça ruine sa carrière naissante. Il venait de faire Conan, et apparemment, jouer un barbare à moitié nu qui tape sur des trucs, c'était le summum du prestige pour lui. Bah, il a fallu que Cameron lui promette monts et merveilles, dont la fameuse réplique I'll be back, pour qu'il accepte. Fun fact, Arnold voulait dire I will be back parce qu'il trouvait que le I'll était trop difficile à prononcer avec son accent. Cameron a insisté. Ils sont à moitié battus pour une contraction. Hollywood, mesdames, messieurs, voilà ce que c'est. Linda Hamilton, la vraie machine de guerre. Pendant qu'Arnold s'entraînait à marcher comme un robot, c'est véridique, hein, il a passé des heures à étudier comment bouger de manière mécanique, Linda Hamilton préparait son rôle de Sarah Connor, la serveuse qui deviendrait la mère du sauveur de l'humanité. Rien que ça. Linda a pris son rôle très au sérieux, tellement au sérieux qu'elle a appris à démonter, à remonter des armes les yeux fermés. Elle s'est entraînée avec de vrais militaires. À la fin du tournage, elle était probablement plus dangereuse qu'Arnold. D'ailleurs, petite anecdote sympa, pendant la scène où Sarah est poursuivie par le Terminator dans la boîte de nuit Tech Noir, oui, Cameron n'était pas subtil avec ses noms. Linda s'était vraiment blessée à la cheville. Et comme c'était l'une des dernières scènes à tourner et que le budget était serré, elle a serré les dents et a continué. Du coup, quand vous la voyez boiter dans le film, c'est pas du jeu d'acteur, c'est de la vraie douleur. Méthode acting involontaire, on appelle ça. Le tournage. Quand t'as pas de thunes, mais que t'as des idées. Parlons budget maintenant. Terminator, c'est 6,4 millions de dollars de budget. Pour vous donner une idée, c'est ce que Marvel dépense aujourd'hui en donuts pour l'équipe de tournage sur une semaine. Cameron devait être créatif. La scène où le Terminator arrache son œil endommagé, tournée dans la chambre d'hôtel de Cameron. Le mec a transformé sa piole en plateau de tournage gore. J'imagine la tête de la femme de ménage le lendemain. Excusez-moi, vous avez oublié un globe oculaire dans le lavabo. Pour la scène finale, avec le squelette métallique du Terminator, ils ont utilisé de la stop motion, la même technique que Wallace et Gromit, mais en version cauchemar. Stan Winston, le génie des effets spéciaux, a créé une marionnette grandeur nature qui bougeait image par image. Ça a pris des semaines pour quelques minutes de film. Je reviens à la technique de la stop motion. Je crois que c'est Phil Tippett qui s'est occupé de l'animation sur ce film, mais je suis pas sûr. Le plus drôle, pour certaines scènes, c'était carrément Stan Winston lui-même qui était dans le costume du Terminator pour les gros plans. Donc techniquement, le Terminator a été joué par au moins 3 personnes différentes. Arnold, un cascadeur, et un mec qui faisait des monstres en latex pour gagner sa vie. Les cascades, ou comment presque mourir pour le cinéma. Les cascades dans Terminator, c'était du brutal. Pas de fond vert, pas CGI, juste de vrais humains qui se mettent vraiment en danger pour notre divertissement. C'était la belle époque où santé et sécurité au travail étaient juste une suggestion. La scène de poursuite en voiture tournait sans permis dans les rues de Los Angeles la nuit. Cameron et son équipe filmaient en mode guérilla, genre on tourne vite fait et on se casse avant que les flics arrivent. D'ailleurs, ils se sont fait arrêter plusieurs fois. À un moment, Arnold conduisait la voiture de police volée par le Terminator, dans le film, hein, pas dans la vraie vie, quoi. Sans permis californien. Un flic l'a arrêté, a vu ce bodybuilder autrichien déguisé en flic avec de fausses blessures au visage et a juste dit
continuez, mais faites gaffe. Los Angeles, dans les années 80, c'était le Far West. Michael Biehn, qui jouait Cal Reese, a failli y laisser sa peau plusieurs fois. Dans la scène où il est projeté par une explosion, c'était une vraie explosion. Pas énorme, mais quand même. Le mec s'est vraiment fait projeter. Il a atterri mal et s'est blessé au dos. Il a fini le tournage sous antidouleur. Mais la palme revient à la scène où Sarah Connor écrase le Terminator avec la presse hydraulique. L'équipe a vraiment écrasé une réplique de la tête d'Arnold, sauf qu'ils avaient mal calculé la pression. Et la tête a littéralement explosé, projetant des bouts de latex et de faux sang partout. Linda Hamilton, qui était juste à côté, s'est pris la totalité dans la figure. Ses réactions de dégoût dans le film, pas du tout scriptées, c'est juste Linda qui se dit « Putain, j'ai du faux cerveau d'Arnold dans les cheveux ». La musique, Brad Fiedel et son synthé d'Apocalypse. On ne peut pas parler de Terminator sans mentionner cette bande-son absolument iconique. Brad Fiedel a composé toute la musique sur un seul synthétiseur dans son home studio. Le thème principal, vous savez, tatam tam tatam, tatam tam tatam métallique, qui vous fait instantanément penser à des robots tueurs, il l'a créé en tapant sur des casseroles et en samplant le son. L'homme a littéralement fait Daft Punk rencontre au jugement dernier avant que Daft Punk existe. Et le plus beau, il a fait ça en quelques semaines parce qu'encore une fois, pas de budget. Aujourd'hui, Hans Zimmer prendrait 6 mois et un orchestre philharmonique complet pour faire la même chose. Brad, lui, il avait un synthé, des casseroles et de la débrouille. Les répliques, quand l'improvisation devient culte. I'll be back, on en a déjà parlé, mais c'est pas la seule réplique culte du film. Come with me if you wanna live, viens avec moi si tu ne veux pas mourir. Improvisé sur le moment par Michael Biehn, parce qu'il trouvait que son texte original était trop long. Cameron a adoré et boum, une réplique culte est née. Your clothes, give them to me now. Tes habits, donne-les-moi maintenant. Arnold avait du mal avec la réplique originale, qui était plus longue et plus complexe. Ils l'ont simplifiée au maximum. Résultat, une des scènes les plus mémorables du film. Comme quoi, parfois, less is more. Surtout quand ton acteur principal a appris l'anglais en regardant des dessins animés. Véridique. Arnold a amélioré son anglais en regardant des cartoons américains. La scène où le Terminator dit « Fuck you, asshole » au concierge, c'était supposé être une liste de réponses possibles que le Terminator analyse. Mais il n'avait pas le budget pour l'effet visuel complet. Ils ont juste gardé la plus vulgaire. Cameron a un sens de l'humour un peu particulier. Hein. Donc les effets spéciaux maintenant. MacGyver rencontre Frankenstein. Stan Winston et son équipe étaient des génies de la débrouille. Pour créer le visage endommagé du Terminator, ils ont utilisé de la pâte à modeler, du latex et beaucoup d'imagination. La prothèse était tellement inconfortable qu'Arnold ne pouvait la porter que 15 minutes d'affilée avant de devoir faire une pause. Pour la scène où on voit l'endosquelette complet du Terminator, ils avaient construit une marionnette grandeur nature qui pesait 1 tonne, littéralement. Hein. Il fallait 4 personnes pour la manipuler. 1 pour la tête, 1 pour le torse et 2 pour les jambes. C'était comme une version horrifique des Teletubbies. Le plus impressionnant, la scène où le Terminator répare son œil dans le miroir. C'était Arnold derrière un faux miroir, avec Stan Winston qui manipulait la prothèse de l'autre côté. Ils devaient synchroniser leurs mouvements parfaitement. Ça a pris 23 prises. À la 24e, Arnold en a eu marre et a dit « I'll be back » avant d'aller déjeuner. Personne n'a osé lui dire non. Le marketing. Vendre l'apocalypse avec le sourire.
Orion Pictures n'avait aucune idée de comment marketer ce film. Un robot du futur qui voyage dans le temps pour tuer une serveuse. Je m'excuse, c'est pas le producteur, c'est le distributeur. Les execs se grattaient la tête. Leur première idée de poster, une image d'Arnold tout sourire avec le slogan « Il arrive pour dîner ». Il ne plaisante pas, il voulait rendre Terminator comme une comédie romantique. Cameron a pété un câble, évidemment, on le connaît. Il a insisté pour le poster qu'on connaît, celui qu'on connaît nous maintenant. Arnold en lunettes noires avec son flingue, simple, efficace, terrifiant. Le studio était convaincu que ça allait faire fuir le public. Spoiler alert, non. La bande-annonce était un autre délire. Ils ne savaient pas comment ils devaient révéler qu'Arnold était un robot ou garder le suspense. Ils ont fini par tout balancer dans la bande-annonce. Aujourd'hui, on appellerait ça du spoiler massif, mais à l'époque, apparemment, c'était du marketing révolutionnaire. La sortie. David contre Goliath, et Goliath se fait démonter. Terminator sort le 26 octobre 1984, en pleine saison d'Halloween. Le studio pensait que ça allait faire un petit million et disparaître. Premier week-end, 4 millions de dollars. Pour un film à 6 millions de budget, c'était énorme. Le bouche-à-oreille a fait le reste. Les gens sortaient des salles en mode « Putain, c'était quoi ce truc ?» Enfin, dans le bon sens. Hein. Le film est resté numéro 1 pendant 2 semaines, ce qui était rare pour un film de genre à l'époque. La critique partagée. Certains trouvaient ça génial, d'autres parlaient de violence gratuite et de pornographie technologique. Un critique a même écrit que c'était un film pour les gens qui trouvent Rambo trop intellectuel. Cameron a encadré cette critique dans son bureau, il adore. L'impact culturel, quand on filme, devient une prophétie. Terminator n'a pas juste lancé une franchise, il a créé toute une mythologie. Skynet, le jugement dernier, les paradoxes temporels, tout ça est entré dans la culture populaire comme une évidence. Le plus flippant, certaines des prédictions du film se sont réalisées. L'IA militaire, elle existe déjà. Les drones de combat autonomes, ça existe. La surveillance de masse par les machines, je regarde mon téléphone, oui. Les caméras dans la rue, oui. Cameron était peut-être venu du futur pour nous prévenir. I'll be back est devenu tellement culte qu'Arnold l'a réutilisé dans pratiquement tous ses films suivants. C'est devenu sa signature, au point où les gens étaient déçus s'il ne la disait pas. Le mec a construit une carrière entière sur une contraction grammaticale. Les anecdotes qu'on raconte pas aux enfants. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des trucs sympas, passons aux anecdotes un peu plus croustillantes que le studio préférerait oublier. Premièrement, le budget était tellement serré que l'équipe volait régulièrement de la bouffe sur d'autres tournages au studio. Ils se pointaient sur le plateau d'à côté, genre « Oh, salut, on est de la prod, on vient juste prendre quelques sandwichs. » Et repartaient avec quoi nourrir toute l'équipe. C'était ça ou crever de faim. Arnold, pendant le tournage, vivait encore comme un bodybuilder. Le mec mangeait toutes les 2 heures. Sauf que sur un tournage à petit budget, t'as pas de traiteur qui t'apporte 6 repas quotidiens. Du coup, il planquait de la nourriture partout sur le plateau. Les accessoiristes retrouvaient des barres protéinées dans les flingues, des shakers de protéines derrière les décors. Une fois, ils ont dû refaire une prise parce qu'on voyait un Tupperware de blanc de poulet dans le rétroviseur de la voiture de police. La scène de sexe entre Sarah Connor et Kyle Reese, un cauchemar à tourner. Pas parce que les acteurs ne s'entendaient pas, ils s'adoraient en fait, mais parce que Michael Biehn était tellement stressé qu'il transpirait comme un bœuf. Il devait s'arrêter toutes les 5 minutes pour l'éponger. Linda Hamilton a dit plus tard que c'était comme faire l'amour à une cascade. Voilà, c'est romantique. Hein. Pendant la scène de la boîte de nuit, un vrai dealer a essayé de vendre de la drogue à l'équipe.
pensant que c'était une vraie soirée. Quand il a vu Arnold Schwarzenegger débarquer avec son Uzi factice, il a cru un raid de police et s'est enfui en hurlant. Ils ont gardé ses cris dans le mix audio final. Si vous écoutez bien, vous pouvez l'entendre crier « Oh shit !» quand le Terminator entre dans le club. Ça, c'est des anecdotes que vous ne trouvez pas ailleurs, que j'ai moi. Les blessures et les accidents. La liste courte des horreurs. On a déjà parlé de quelques blessures, mais la liste complète ferait pâlir n'importe quel assureur. Arnold s'est coupé la main sur un bout de verre pendant la scène de poursuite. Et au lieu d'arrêter le tournage, il a juste mis de la superglue sur la coupure et a continué. En même temps, la superglue, ça a été inventé pour ça pendant la guerre. La superglue, c'était le band-aid du pauvre à l'époque. Mais redoutablement efficace. Un cascadeur s'est cassé 3 côtes pendant la scène d'explosion du camion-citerne. Sa réaction, c'est bon, j'ai une côte de spare de chaque côté. Les cascadeurs des années 80, c'était une espèce à part. Hein. Linda Hamilton a développé une phobie des armes à feu après le tournage. Ironique, vu qu'elle devait devenir une experte en armement pour la suite. Elle a suivi une thérapie entre les 2 films. Hollywood, où on te traumatise dans le premier film et on te soigne pour le deuxième. Le plus fou, pendant la scène finale avec le camion qui explose, ils ont vraiment fait exploser un camion. Sauf qu'ils avaient sous-estimé la puissance de l'explosion. Des débris ont volé jusqu'à 200 mètres. Un morceau de métal a atterri à 30 cm de Cameron. Ses réactions, parfait, on la garde. Ce mec avec des couilles en titane. Ou alors il était complètement inconscient. Hein. La post-production, l'enfer du montage. Une fois le tournage terminé, Cameron s'est enfermé en salle de montage pendant 3 mois. Il dormait sur un matelas dans la salle, se nourrissait exclusivement de pizzas froides et de café. Sa petite amie de l'époque, pas Gellner, d'une autre, l'a quitté parce qu'elle pensait qu'il était mort ou qu'il l'avait quitté. Il ne s'est rendu compte que de ça que 2 semaines après. Le montage son, c'est un cauchemar. Chaque bruit du Terminator devait être créé from scratch. Le bruit de ses pas, des bottes militaires avec des plaques de métal collées dessous. Le son des servomoteurs, un mixeur de cuisine modifié. Le bruit du son son œil qui scanne, un vieux modem 56K. Bon, j'exagère, mais j'étais pas loin. Pour la voix du Terminator, quand il imite la voix de la mère de Sarah, ils ont fait appel à un imitateur vocal. Sauf que le mec était tellement bon qu'il faisait peur à tout le monde sur le plateau. Il pouvait imiter n'importe qui après les avoir écoutés pendant 5 minutes. L'équipe a commencé à devenir parano, genre, et si c'était un vrai Terminator? La fatigue du tournage a fait des trucs bizarres au cerveau. Alors, les scènes coupées, ce qu'on a failli voir, hein, comme tout film, Terminator a eu son lot de scènes coupées au montage, certaines pour le rythme, d'autres parce qu'elles étaient juste un peu bizarres. Il y avait une scène où le Terminator mange un Mars en bar. L'idée était de montrer qu'il analyse la nourriture humaine pour mieux se fondre dans la masse. Mais voir Arnold mâcher lentement un Mars en faisant des bruits de robots, c'était plus comique qu'autre chose. Cameron l'a coupé, mais la scène existe quelque part dans les archives d'Orion. Une autre scène montrait Sarah Connor au travail, servant des clients super chiants au restaurant. C'était supposé montrer pourquoi elle était déjà énervée avant même que les robots du futur débarquent. Et ça ralentissait trop le début du film. Dommage parce qu'apparemment Linda Hamilton improvisait des insultes créatives aux clients. La scène la plus dingue qui a été coupée, le Terminator qui entre dans un zoo et analyse les animaux pour comprendre la biomécanique. Il y avait un moment où il fixe un gorille et le gorille le fixe en retour. Genre, je sais que t'es un robot de merde. C'était trop cher à tourner correctement
Et puis Cameron s'est dit, c'est peut-être un peu too much, peut-être. Le succès inattendu, quand ton petit film devient un monstre. Personne, et je dis bien personne, ne s'attendait à ce que Terminator devienne ce qu'il est devenu. Orion Pictures pensait récupérer leur investissement et basta. Cameron espérait juste pouvoir faire un autre film après. Arnold pensait que ça allait juste tuer sa carrière. Résultat, le film a rapporté 78 millions de dollars dans le monde. Pour un film à 6 millions de budget, c'est ce qu'on appelle un carton. Mais le vrai succès, c'est venu après, avec les VHS. Terminator est devenu le film à louer dans les vidéoclubs. Tout le monde voulait voir le film avec le robot d'Arnold. L'impact sur les carrières des protagonistes a été énorme. Cameron a passé du statut de nobody à celui de réalisateur bankable. Il a enchaîné avec Aliens en 86 et le reste appartient à l'histoire. J'en ai déjà parlé. Écoutez mes autres podcasts. Arnold est devenu une superstar. Et abonnez-vous. Avant Terminator, il était le mec de Conan. Après, il était le Terminator. Linda Hamilton, bon, bah, elle a eu une carrière en dents de scie, mais Sarah Connor reste l'un des personnages féminins les plus badass du cinéma. L'héritage, Skynet a gagné, mais pas comme prévu. Aujourd'hui, Terminator, c'est 6 films, une série télé, des comics, des jeux vidéo et probablement un musical de Broadway quelque part. Enfin non, je déconne, mais donnez-leur le temps, ils vont le faire. La franchise a rapporté des milliards, même si, soyons honnêtes, seuls les 2 premiers films valent vraiment le coup. Soyons honnêtes. Mais le vrai héritage de Terminator, c'est son impact sur la culture populaire. Combien de fois vous avez entendu dire quelqu'un « I'll be back » en sortant d'une pièce? Combien de débats sur l'IA finissent par une référence à Skynet? Le film a créé un véritable vocabulaire, une mythologie que tout le monde connaît. Et puis il y a l'influence sur le cinéma lui-même. Terminator a prouvé qu'on pouvait faire un film de science-fiction intelligent avec un petit budget. Il a ouvert la voie à toute une génération de réalisateurs qui ont compris qu'avec de bonnes idées et de la débrouille, on pouvait concurrencer les gros studios. Les théories du complot, pas qu'il en faut, hein, il y en a toujours. Aucun film culte n'est complet sans ces théories du complot. Et Terminator n'y fait pas exception. La plus populaire, Cameron a été contacté par des voyageurs temporels qui lui ont raconté l'histoire de Skynet pour qu'il fasse le film et prévienne l'humanité. Les preuves, le niveau de détail dans la mythologie, les prédictions qui se sont réalisées et le fait que Cameron ait toujours été vague sur l'origine exacte de son idée. Personnellement, je pense juste qu'il est mal mangé une pizza variée à Rome, mais qui suis-je pour juger? Il y a une autre théorie qui veut qu'Arnold soit véritablement un cyborg. Les arguments, sa carrière politique, seul un robot pourrait survivre à la politique californienne, son absence de vieillissement pendant des années et sa capacité surhumaine à prononcer des one-liners. Encore une fois, je pense que c'est juste les stéroïdes et un bon dermatologue, mais Internet n'est pas d'accord. La théorie la plus méta, Terminator est en fait une métaphore de la création cinématographique. Le Terminator représente le studio système, le système des studios d'Hollywood, implacable et sans émotion, qui veut tuer la créativité, Sarah Connor. Kyle Reese, c'est le réalisateur indépendant qui se bat contre le système. Et John Connor, c'est le cinéma du futur, né de cette bataille. Cameron n'a jamais confirmé, mais il n'a jamais démenti non plus. Voilà. Les remakes, suites et reboots. L'acharnement thérapeutique. Voilà comment on s'appelle ça. Après le succès de Terminator, Hollywood a fait ce que Hollywood fait de mieux, essayer de reproduire la formule jusqu'à ce que mort s'en suive.
Terminator 2 ou T2 en 1991 était génial, on est d'accord. Cameron aux commandes, budget de 100 millions de dollars, effets spéciaux révolutionnaires, c'était le Terminator avec un budget illimité et ça marchait. Après, c'est devenu compliqué. Terminator 3 en 2003, sans Cameron, c'était comme un Big Mac sans la sauce spéciale. Ça ressemble à la même chose, mais il manque l'ingrédient secret. Terminator Salvation en 2009 a essayé d'être dark et sérieux, mais a surtout réussi à être chiant. Terminator Genesis en 2015 a tenté le coup du reboot suite préquel whatever, créant un bordel temporel que même Stephen Hawking n'aurait pas pu démêler. Et puis en 2019, il y a eu Dark Fate, avec Cameron de retour comme producteur. C'était supposé être le vrai T3. Résultat, un film correct que personne n'a vu. À ce stade, la franchise était comme le Terminator lui-même, techniquement toujours fonctionnelle, mais l'âme était partie depuis longtemps. Les leçons de Terminator, ce que le film nous a appris. Au-delà des robots tueurs et des paradoxes temporels, Terminator nous a enseigné des leçons importantes. D'abord qu'avec de la créativité et de la passion, on peut faire des miracles avec pas grand-chose. Cameron avait 6 millions et un rêve de fièvre. Il a créé un univers qui vaut des milliards aujourd'hui. Ensuite, que parfois les meilleures idées viennent des pires situations. Viré d'un film de merde, dans un pays étranger, Cameron s'est transformé sur son point le plus bas en triomphe. C'est inspirant d'une manière tordue. Le film nous a aussi appris que l'accent autrichien pouvait être un atout, pas un handicap. Avant, Arnold, qui aurait cru qu'on pouvait devenir une star d'action hollywoodienne en prononçant California comme Californien. Et finalement, Terminator nous a montré que les histoires simples sont souvent les meilleures. Un robot qui veut tuer quelqu'un, un homme qui veut la protéger, point. Pas besoin de 15 sous-intrigues et d'un univers cinématographique étendu. Juste une bonne histoire à raconter. Le futur de la franchise, hasta la vista, baby. Alors, quel est l'avenir de Terminator? Aux dernières nouvelles, les droits reviennent à Cameron en 2024. Il a parlé de faire une nouvelle trilogie, de réinventer la franchise pour l'ère de l'IA, parce qu'apparemment, ce dont on a besoin en 2025, c'est plus de paranoïa sur l'intelligence artificielle. Personnellement, je pense qu'il devrait laisser la franchise tranquille. Terminator et Terminator 2 sont des films parfaits dans leur genre. Tout ce qui est venu après n'a fait que diluer l'impact. C'était comme rajouter de l'eau dans un bon whisky. Techniquement, c'est toujours du whisky, mais ça n'a plus le même punch. Mais qui suis-je pour empêcher Hollywood de battre un cheval mort? Ils vont probablement faire un reboot avec Chris Pratt en Kyle Reese et The Rock en Terminator. Ou pire, une série Netflix en 10 épisodes qui explore les origines de Skynet. J'en frissonne. J'en ai marre de ça. Conclusion. No fate but we make. Au final, Terminator reste un monument du cinéma de science-fiction. Pas parce que c'est un film parfait, il ne l'est pas, mais parce qu'il a capturé quelque chose de fondamental sur nos peurs technologiques, tout en racontant une histoire d'action palpitante. C'est un film qu'on n'aurait jamais dû voir marcher, un réalisateur inconnu, un bodybuilder qui parle à peine anglais, un budget de misère, une histoire de robot du futur. Sur le papier, c'était voué à l'échec. Et Cameron avait une vision, une équipe de dingue, prête à tout, et surtout, cette magie inexplicable qui a transformé parfois un petit film en phénomène culturel. Terminator nous a donné des répliques cultes et des images iconiques et une méfiance salutaire envers nos grille-pains.
Il a lancé des carrières, créé une franchise et influencé des générations de films de science-fiction. Mais surtout, il nous a rappelé pourquoi on aime le cinéma, pour ces moments où on s'assoit dans le noir et où on se laisse transporter dans un monde où les robots autrichiens voyagent dans le temps pour sauver ou détruire l'humanité. C'est absurde, c'est génial, c'est du cinéma. Alors la prochaine fois que votre ordinateur bug ou que Siri comprend mal votre demande, souvenez-vous, c'est peut-être pas un dysfonctionnement, c'est peut-être que Skynet fait ses premiers pas. Dans le doute, gardez toujours une presse hydraulique à portée de main. I'll be back. Pas sur ce film, parce que franchement, je crois qu'on en a fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur Terminator. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis humains. On n'est jamais trop prudent. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et rappelez-vous, le futur n'est pas écrit. Il n'y a pas de destin autre que celui qu'on se forge, sauf si vous êtes dans un film Terminator. Auquel cas, bon courage avec les paradoxes temporels. À la prochaine, bande de résistants. Histoire d'en dire plus. Mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non. Des vieux.